Bonjour et bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 35e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. Jeux Blanc que vous pouvez retrouver sur son site internet et sur ses réseaux sociaux, Twitter, Instagram, même Blue Sky maintenant, un peu partout. Aujourd'hui, on va faire une grande preview de la saison WTA à venir. On a déjà fait la preview de l'ATP il y a quelques jours. Maintenant, place aux femmes, place au circuit féminin. Bien sûr, pour parler de ça, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Fernando pour commencer. Comment ça va, Fernando? Ça va très bien, Auguste, merci. Et avec nous, nous aurons Alice qui fait son grand retour dans ce podcast. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, vous m'avez manqué, hein, je dois le dire, j'avoue. Vous m'avez manqué pendant ce petit mois, parce qu'il y avait quelques tournois où je devais être. Mais voilà, je suis trop contente de retrouver les copains du podcast. Merci. Maintenant, je vais un peu vous dire le sommaire de l'émission. On va reprendre un peu le même modèle que chez les hommes. On va commencer par parler de trois grandes joueuses. Donc, on va parler un peu de Sabalenka, Swiatek et de Coco Gauff. Puis après, on fera un petit point sur le paysage français, qui malheureusement est un peu moins brillant que chez les hommes. Et puis après, chacun d'entre nous donnera sa joueuse à surveiller pendant la saison 2025 et, et surtout la joueuse qui peut passer un gros gap niveau résultat, performance ou classement. Sans plus tarder, on va commencer. On va bien sûr, comme chez les hommes, on va commencer avec la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui sort d'une saison extraordinaire, où notamment elle récupère cette place de numéro 1 mondial, et puis elle va aussi chercher l'Open d'Australie, puis également l'US Open pour la première fois de sa carrière. Et puis après, côté WTA 1000, elle va nous prendre Cincinnati et Yuan. Non, si, Yuan, pardon. Yuan. Puis elle fait finale à Madrid et à Rome où elle perd contre Swiatek. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Sabalenka qui a l'air d'être imprenable sur le circuit actuellement. C'est elle qui domine tous les débats. Fernando, je te lance tout de suite. Qu'est-ce que tu attends de Sabalenka en 2025? Est-ce que c'est la même chose qu'en 2024? Est-ce que c'est encore mieux ou est-ce que tu attends qu'elle baisse un peu en régime? Non, je la vois pas dans une perspective de descendre. Au contraire, je pense que même si on a vu de signes de fatigue, surtout au moment de WTA Finals, quoi, du Masters, je pense qu'elle progresse encore. La façon dont elle avait fini avec l'US Open, en termes de confiance, de régularité avec le service, qui est devenu une arme assez impressionnante, y compris dans le deuxième service. La façon dont elle continue de dominer, et puis vu aussi comment elle a fait des progrès en terre battue, où honnêtement, sauf s'il n'avait pas eu quelques petits problèmes, enfin, je pense que même si Swiatek, par exemple, a une année un peu difficile, imaginons, ce serait pas impossible de l'avoir aussi gagné à Paris. Je pense qu'elle va être clairement une de deux, trois favorites dans les quatre grands chelems. Et je vois pas de quelle autre joueuse on pourrait dire ça avec autant de certitude. Donc non, je la vois même progresser parce qu'il faut pas oublier que le début de la saison actuelle, enfin de 2024, était très compliqué avec le décès de son ancien compagnon en circonstances assez tragiques. Elle a mis un petit peu de temps à se remettre. Il y a eu quelques tournois où elle erre un petit peu sur le court. Je pense que ça va faire aussi, ça doit jouer, j'imagine, au niveau du ranking au début d'année. Et je pense qu'elle est un petit peu lancée pour, dans le meilleur scénario, une saison un petit peu Serena Williamesque, quoi. Voilà, ça c'est le meilleur scénario pour elle. Et dans les moins bons scénarios, je la vois toujours, enfin, je la vois jamais plus bas que numéro 2 mondial, ça c'est sûr. Ok, donc elle resterait dans le top 2. De toute façon, c'est une place qui enfin, en moins, enfin, top 2, top 3, c'est une place qu'elle a plus quittée depuis un petit moment maintenant.
Et c'est vrai que, un peu à l'image d'un Yannick Sinner chez les hommes, c'est vrai que là, en tout cas, sur dur, on dirait qu'elle a vraiment une avance actuellement sur tout le monde. Même si, bien sûr, on sait que d'un moment à l'autre, Gauff peut l'embêter, une Rebekina en forme peut l'embêter, qui d'autre? Pourquoi pas une Piatek, même si on imagine plus Piatek la gêner sur terre battue. Enfin bref, et il y a énormément d'autres joueuses sur le circuit. On peut penser à une Pegula aussi, ou une Collins Chaleur qui peut venir la tester sur, sur surface dure, rapide. Mais oui, enfin, en tout cas, Sabalenka, maintenant, vu son statut, on attend au minimum un grand chelem par saison, voire deux. Et puis en WTA 1000, même chose, on en attend au moins deux par saison avec des standings très hauts. Et puis c'est vrai que avec sa carrure, avec sa puissance naturelle, elle a un jeu assez classique chez les femmes, tout en puissance, tout en cadence, mais comme elle est plus grande et plus large que les autres, elle, ça marche vraiment beaucoup, 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 alors que certaines autres joueuses devraient peut-être plus varier leur jeu. Mais elle, c'est vrai que ça paraît tout à fait logique et naturel. Et quand ça passe, c'est vrai que ça fait très mal. Alice, vas-y, je te laisse un peu t'exprimer sur Sabalenka. Qu'est-ce que tu attends pour elle? Et est-ce que tu nous rejoins un peu sur le fait qu'elle va encore faire une grande saison? Ou est-ce que tu penses au contraire qu'elle peut un peu baisser ou que la concurrence peut la rattraper? Ouais, non, elle sort d'une saison 2024 vraiment, vraiment impressionnante. C'était pas facile forcément de confirmer, hein, comme tu l'as dit, Fernando, parce que je pense que c'était une de ces joueuses qu'on attendait vraiment au tournant. Certes, elle avait réussi à empocher un grand chelem l'année précédente, mais est-ce qu'elle allait réussir à confirmer avec la domination de Swiatek? On n'était pas sûr à 100%, même si on savait qu'elle allait compter en 2024, et elle a tout confirmé malgré les difficultés sur le court et en dehors du court. Elle signe, à mon avis, un des plus beaux matchs, même si elle le perd, un des plus beaux matchs de la saison 2024 à Madrid contre Swiatek. Et voilà, son classement numéro 1 mondial est amplement mérité. Les deux grands chelems, vraiment, elle les a remportés avec la classe et la manière. Pareil, dans un contexte pas forcément facile, parce que même l'US Open, elle joue contre Pegula, donc certes, elle a les armes pour la battre, mais voilà, c'est une Américaine à l'US Open. Et voilà, à chaque fois qu'elle est un peu titillée, un peu en difficulté, elle apprend vraiment de ses erreurs. Donc moi, j'attends aussi une belle saison 2024 pour elle, 2025 pour elle, pardon. Après, dire qu'elle pourra faire mieux que 2024, c'est un petit peu compliqué, hein, quand même, parce qu'il y a deux grands chelems à la clé. Par contre, à un moment donné, tu as mentionné sa marge de progression, Fernando, sur terre battue, et je reviens sur ce match à Madrid. Alors certes, à Madrid, les conditions ne sont pas les mêmes qu'à Roland, on le sait, etc. Mais c'est une sacrée cliente sur terre battue. Et contre une Swiatek qui, voilà, va peut-être être dans le doute, qui bah, si jamais elle venait à enchaîner encore un Roland en 2025, ça serait quand même une sacrée performance. Donc il y a la place, à mon avis, pour Sabalenka pour qu'elle remporte au moins un autre grand chelem. Ça sera pas mieux, ça serait dans ce cas-là, si c'était juste un, et juste avec des gros, gros guillemets, ça serait quand même énorme, quoi, parce que ça ferait voilà, 3 saisons d'affilée qu'elle remporterait un grand chelem. Donc je pense qu'on va compter sur elle. Et oui, pour moi, il y a au moins un grand chelem pour elle en 2025. Très bien. Bon, on est tous très confiants pour elle. Et à juste titre, hein, parce que ça fait quand même deux saisons de suite où elle montre de grandes choses, avec trois grands chelems en, en 2 ans, ce qui n'est pas rien tout de même, mais c'est à chaque fois un grand chelem sur dur. Donc peut-être que sa progression, ça va être peut-être d'aller chercher Roland ou Wimbledon, enfin, et ou Wimbledon cette saison. Et elle a toutes les armes possibles aussi. Elle fait demi à Roland mieux, et à Wimbledon, elle fait déjà une finale, il me semble. Alors, pas cette année, mais il me semble que il y a 2 ans. Euh,
que je vérifie tout ça. Ah non, elle fait pas finale. Elle doit faire demi alors. Il me semble qu'elle fait Oui, demi. oui, elle fait deux Elle a déjà fait fois, demi, hein. elle fait deux fois demi en 2021 et 2023. Mais bref, elle fait jouer sur gazon. Avec sa première balle, si elle fait une grande quinzaine sur ça, enfin grâce à ça, elle peut largement aller au bout à Londres. Donc, il faudra faire attention à Sabalenka à ce moment-là. C'est vrai que j'ajoute juste une petite chose sur Sabalenka. C'est vrai qu'on se focalise peut-être entre guillemets sur ces deux grands chelems parce que voilà, c'est les deux grands faits d'armes, mais aussi le fait enfin, qu'elle ait aussi pas écrasé le Masters féminin, mais qu'elle tienne ses promesses sur le Masters avec les huit meilleures joueuses du monde. C'est quand même un- aussi une excellente fin d'année qui montre qu'elle a aussi réussi à gagner aussi sur la fin d'année et dans la durée, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. ouais, mais au Masters, elle va pas au bout. Elle fait un bon tournoi, mais elle s'incline en demi-finale contre Gauff, il me semble. Tout Euh, à fait, mais ça peut être aussi un de ses objectifs de 2025. oui, Voilà, bien sûr, bien ce sûr, sera bien sûr. peut-être de... Pardon, oui, j'avais pas fini ma phrase, effectivement, mais ça peut être du coup un de ses moteurs de 2025, en plus des grands chelems, d'aller chercher ce Ouais, Masters-là, quoi. évidemment. On va passer à celle qui a, je pense, son meilleur statut de rival, Iga Swiatek, elle, a tout détruit sur terre battue encore cette saison. Elle a repris pour la quatrième fois Roland Garros, elle prend Madrid, elle prend Rome. Enfin, en gros, sauf le JO, tout ce qu'il y a à prendre sur terre battue, sur le circuit WTA, elle prend. En tout cas, sur les grands tournois. Euh, d'ailleurs, elle a battu deux fois Sabalenka en finale à Madrid et à Rome. Alors, autant à Madrid, c'était un excellent match. Peut-être le match de la saison, peut-être en concurrence avec la finale du Master entre Goff et Zheng. Euh, mais autant à Rome, on a vraiment senti que Swiatek était largement au-dessus de Sabalenka, sur terre battue. Mais si on retire la terre battue, si on se concentre sur dur et sur gazon, c'était une saison un peu en dessous des attentes, on va dire, pour Swiatek. Alors bien sûr, c'est à l'échelle d'Iga Swiatek, hein, donc parce que on reste quand même sur plusieurs demi-finales, sur une victoire à Indian Wells, mais Indian Wells c'est tellement moins lent que ça se rapproche vraiment de la terre battue. Mais dès qu'on se retrouve sur du dur un peu rapide, on sent que c'est pas là où Iga est la plus à l'aise, même si elle a déjà eu des grands faits d'armes, mais c'est pas sa surface de prédilection. Et puis ensuite, il y a cette fin de saison un peu euh, douteuse et un peu mauvaise pour elle avec enfin quand on a appris sa suspension pour dopage, même si la sanction a été très faible d'un mois et puis un mois un peu à la carte parce qu'elle a quand même pu jouer le Masters et la Billie Jean Cup parce qu'elle était censée être suspendue pendant ce temps-là, mais donc du coup, elle n'a pas joué toute la tournée en Asie, alors qu'elle avait fait de très bons résultats en 2023. Donc, elle a perdu sa place de numéro 1 mondiale. Et au Masters, on la sentait vraiment en manque de rythme. Et elle, euh, elle perd en poule. Ça nous met un peu un point d'interrogation pour le début de saison de 2025. D'autant plus qu'on sait que l'Open d'Australie est loin d'être son grand chelem préféré. Parce que elle fait une fois de demi-finale là-bas, mais sinon il y a beaucoup de défaites très tôt dans ce tournoi-là. Donc voilà, ça rebat un peu les cartes. Alice, vas-y, je retourne sur toi. Est-ce que tu penses que cette attaque, dès le début de 2025, elle peut remettre la machine en route et revenir sur le devant de la scène, ou est-ce que tu penses qu'il faut attendre la tabattue pour revoir cette attaque au meilleur niveau? C'est une excellente question parce qu'effectivement, on sait que malgré tous les succès qu'elle a pu avoir et parfois, effectivement, le côté mental de Swiatek, ça peut être, j'ai pas envie de dire son talent d'Achille parce que c'est pas possible de dire ça
pour une joueuse qui a remporté autant de grands chelems, dont le palmarès n'est plus à faire. Mais voilà, on sait que ce qui peut se passer en dehors de son tennis peut parfois la faire bouger un petit peu. Comme tu dis, le début de l'année en Australie, elle a jamais trop réussi à partir en trombe. Donc bon, je pense qu'il faudra attendre. Alors j'irai pas jusqu'à dire attendre la terre battue, attendre le printemps pour qu'on la revoie. Euh, mais bon, il faudra peut-être un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Euh, Après, ça serait tout ce que je lui souhaite, c'est de bien démarrer 2025, bien sûr, parce que ça permettrait aussi de frapper un bon coup et de mettre quoi qu'on pense de la suspension, de l'affaire de dopage, ça lui permettrait à elle de peut-être essayer de mettre ça derrière elle, si c'est possible. Après, voilà. Pour moi, c'est une des joueuses pour laquelle l'année 2025 est la plus difficile à prédire parce qu'il faut vraiment voir voilà, ce que l'affaire de son cas de dopage à quel point ça va influer sur le reste de sa carrière, je sais pas, mais en tout cas de sa saison. Ouais, ça, je pense qu'on va le voir très vite si ça l'affecte ou pas, si les médias reviennent souvent sur cette affaire ou pas, et puis sur toutes les critiques qu'elle pourra avoir sur ça aussi dès qu'elle va gagner, un peu à l'image d'un Yannick Sinner aussi qui a été victime de cette affaire de dopage un peu cachée. Fernando, je vais te donner la parole sur Tech. Je te pose les mêmes questions que pour Alice. Est-ce que tu vois Tech démarrer très fort dès janvier là, ou est-ce que tu penses qu'il va falloir attendre quelques mois? Ah, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Alice, c'est-à-dire que Swiatek, c'est sans doute la joueuse sur laquelle il y aura plus de questions, d'interrogations, d'incertitudes. Et en même temps, tout comme Alice, je pense que la question va se jouer dans le mental. Déjà, pour une raison qui pourrait être presque optimiste, c'est que c'est pendant sa suspension de dopage qu'on croyait à l'époque juste une pause, qu'elle perd sa place de numéro un parce qu'elle ne peut pas défendre ses points. Et c'est-à-dire Sabalenka ne l'a pas surmonté, on va dire, sur le terrain à ce moment-là. Et l'a surmonté dans des circonstances, je pense, dans la tête de Swiatek, quand on y pense, très particulière. Il a dû vivre ça avec une frustration et un stress très fort. Donc, il y a une hypothèse dans laquelle ça lui donne une telle fin de revenir, de prouver qui elle est à nouveau, qui pourrait énormément la booster. Euh, et en même temps, il y a aussi beaucoup de questions sur ça, sur le point mental. Nouveau coach, Bim Fissette, qu'on sait, c'est un coach qui travaille particulièrement justement les questions de euh, mental, motivation, etc. Alors qu'on sait que dans les staffs de d'Iga Swiatek, il y a Daria Abramovic, sa préparatrice mentale, on va dire, sa psy, qui a au moins une présence, on le voit quand elle est sur le box, très importante pour elle. Donc, on a peur aussi d'une certaine incompatibilité, beaucoup de détails à régler aussi sur le point mental. C'est pour ça que donner une réponse comme ça serait très, très difficile. Un petit peu par intuition, connaissant son esprit combatif, si on imagine un peu sa vie comme un match, on a été tellement habitué à voir comment, dans des moments de difficulté, elle arrive à garder une force mentale, ou au contraire, à jamais baisser la garde et tenir toujours au top pendant un match, qu'on peut imaginer que dans cette phase de sa carrière, qui pourrait être une phase de doute, elle va réussir au contraire à les écarter et à rester très solide et commencer forte depuis l'Open d'Australie. Mais rien n'est moins certain, quoi. Bien sûr, de toute manière, là, c'est que des pronos, hein, c'est que des suppositions. Et pour avoir la confirmation, il va falloir attendre encore quelques semaines. Euh, mais oui, en tout cas, c'est pas comme les années précédentes où quand on faisait ces prévus-là, on se disait
que Swiatek sera encore la boss du circuit féminin et sera encore numéro 1 sur le trône. Là, déjà, elle n'est plus numéro 1, c'est Iga Sabalenka. Et puis surtout, là, il y a une grande affaire extra-sportive qui peut la perturber. Et donc, on verra bien comment elle réagit à ça, si elle reste euh, infaillible à ça ou non. Mais ça, pour le savoir, il va falloir attendre de voir quelques petits matchs. On passe à la troisième et dernière grande tête de ce début de preview, à la personne de Coco Gauff. Coco Gauff qui sort aussi d'une saison assez complète avec en grand fait d'armes le Masters de remporter, également le WTA 1000 de Pékin aussi, et puis après il y a demi-finale à Indian Wells, demi-finale à Rome, demi-finale à Yuan, et puis demi-finale aussi à Roland-Garros et à l'Open d'Australie. Donc elle a, même si en grand titre, elle a que, entre guillemets, que le Masters qui est déjà très très bien et le WTA 1000 de Pékin, elle fait quand même une saison assez complète où elle est toujours placée, elle va toujours loin dans la majorité des tournois. Euh, Coco Gauff, du coup, qui là est numéro 3 mondial, qui on sent peut de temps en temps aller chatouiller tout ce qui est Sabalenka, Swiatek, Rybakina, de temps en temps un peu plus tôt aussi, contre d'autres choses sur le papier un peu moins fortes. Fernando, je te relance sur Coco Gauff. Comment tu vois sa saison 2025? Est-ce que tu vois encore une saison assez complète, assez stable? Est-ce que tu la vas reprendre un grand chelem après son titre à l'US Open 2023? Comment tu vois les choses pour Coco Gauff? Bah, je les vois sous une lumière assez optimiste, Auguste. Tu as parfaitement résumé son parcours 2024. 16 ans, n'oublions pas, en théorie, d'après ce qu'on a entendu, ou les échos que la presse, les analystes pouvaient faire de sa saison, était une saison un petit peu au ralenti par rapport à la précédente, un peu en régression. Bon, si une mauvaise saison de Coco Gauff vaut le palmarès, les résultats dont tu parles, et finir troisième mondial, on se dit que ça ne peut que rester très haut, quoi, si elle reprend un petit peu une route un peu stable, un peu solide. Est-ce qu'elle pourrait, en théorie, on a l'impression qu'elle a même déjà commencé à le faire avec son nouveau coach, Matt Daly. On sait que c'est un coach un petit peu spécialiste des prises, des grips, et qu'elle a déjà commencé à retravailler sa prise des raquettes pour son service, qui était, on se rappelle, il y a eu des passages assez douloureux avec de matchs à 19, 20, 21 double faute. Et au Masters, on l'a vu au contraire assez solide dans son service. Donc on voit déjà qu'il y a des progrès qui se font de ce travail avec son nouveau coach. Il a le courage d'échanger, sans doute quand il le fallait. Et c'est pour ça que moi, je la vois effectivement dans une saison aussi complète que celle-ci, voire avec plus de performances jusqu'au bout dans certains tournois, dans certains grands chelems. Pareil, c'est une joueuse qui joue plutôt bien sur toutes les surfaces, donc elle aura beaucoup de chance. Et en même temps, logiquement, par rapport à, si on peut dire, le pronostic qu'on voyait pour Sabalenka, Swiatek, on les voit très difficilement sortir du top 2, top 3. Kogorov, il ne serait pas étonnant qu'à des moments de la saison, elle se voit surprise par des montées derrière elle disons par exemple, Qing Wenzheng ou Rybakina. Ce serait pas étonnant qu'il soit là dans la bataille pour le ranking, pour être dans le podium du ranking WTA. Il ne faudrait pas que ça la déstabilise parce que, comme je dis, je vois que des raisons pour l'optimisme pour elle. Donc, un constat très positif pour Coco Gauff. Alice, est-ce que tu suis Fernando dans cette positivité pour l'américaine ou est-ce que tu as un autre avis?
Oui, non, je pense que je suis Fernando et puis je rigole un peu quand ces détracteurs disent oh là là, mais voilà, c'est une saison en demi-teinte. Je rappelle quand même Coco Gauff, 20 ans, quoi. C'est vrai on entend parler d'elle depuis des années, donc on a l'impression qu'elle est sur le circuit depuis des années, qu'elle a vraiment toute cette expérience. Et c'est vrai, elle a énormément d'expérience, mais elle n'a que 20 ans. Donc pour moi, c'est vraiment un signe de grand optimisme pour elle, parce que effectivement, il y a des marges de progression, et je pense pas qu'elle ait montré tout ce qu'elle est capable de montrer sur sa carrière. Donc voilà, elle a fini l'année top 3. Elle a dominé les meilleures joueuses du monde pour aller prendre son master, enfin, WTA Finals. Elle est aussi, et puis il y a une belle émulation, je pense, chez les joueuses américaines, parce que, bon, effectivement, voilà, derrière, il y a des joueuses comme Jess Pegula, voilà, le tennis américain, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, est quand même en bonne posture. Et puis, voilà, il y a eu ce changement de coach, comme tu dis, Fernando, qui va forcément, je ne sais pas, mais qui va sans doute porter ses fruits. Elle aura comme objectif, c'est sûr, d'essayer d'aller prendre encore un grand chelem. Ça va être compliqué, c'est vrai, ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable. Je regardais jusqu'à là le plus mauvais, entre guillemets, grand chelem qu'elle est, c'est Wimbledon. Et moi, je pense qu'il y a une bonne marge de progression sur gazon. Donc, est-ce qu'elle va pas aller faire une petite surprise là-bas? Je pense pas qu'elle va aller chercher le titre, mais bon, quand même, il y a plein d'aires de jeu et plein de surfaces sur lesquelles elle a une belle marge de progression. Et comme tu disais, Fernando, je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur le classement. C'est plutôt voilà, les titres qu'elle va réussir à remporter, et puis il y a de la place. Donc, une année plutôt optimiste. J'aurais du mal à dire que c'est une année en demi-teinte pour elle. Je pense que pour elle et pour son équipe, effectivement, ils auraient voulu qu'il y ait un autre titre du Grand Chelem. C'est une joueuse dont on attend tellement que voilà, c'est presque décevant si elle n'arrive pas à, euh, à prendre un Grand Chelem, mais derrière, il y a de la concurrence. Et je pense que bon, 2025 va confirmer qu'elle est capable d'aller prendre d'autres gros tournois. Un autre Grand Chelem, ça serait chouette, mais ça va être un petit peu compliqué quand même. Mais bon, on lui souhaite. Bien sûr, on reste très positif pour Coco Gauff. Contrairement à vous, moi j'ai du mal à être positif sur Coco Gauff, même si je pense pas qu'elle fasse une mauvaise saison. Mais de là à prendre un grand chelem cette saison, j'ai quand même du mal à la voir parce que pour moi, Roland Garros s'est verrouillé par Fiatek. Les deux sur dur, Sabalenka m'a l'air très très chaude là-dessus. Et puis si c'est pas elle, il y a tellement de concurrence sur dur que même si fait partie de cette concurrence, mais elle peut très bien se faire avoir par quelqu'un d'autre, que ce soit une Rebekina, Swiatek elle-même, ou d'autres, Zheng, qui d'autres. Pourquoi pas une Badoza qui serait vraiment sur le grand retour ou d'autres joueuses de ce calibre-là. Et puis Wimbledon, Gauff sur gazon m'a pas encore si impressionné que ça. J'ai pas l'impression que ce soit une surface qui lui plaise autant que le dur et la terre battue pour le moment. Donc pour les grands chelems, moi j'ai eu mal à aller la voir reprendre un titre. Même si en soi, intrinsèquement, elle en a le niveau. Et puis, je sais pas, je trouve que le circuit WTA devient de plus en plus dense, que c'est de plus en plus difficile de confirmer avec le temps ou de prendre plusieurs grands tournois dans la même saison. Enfin, cette chose-là est vraiment euh, réservée à une caste de joueuses très très élevée, mais aussi très très restreinte, dont pour moi, Coco Gauff ne fait pas encore partie, même si elle toque à la porte très très fort, hein. On l'a vu en 2024, elle prend un Master et WTA 1000, mais est-ce que elle peut encore le faire année après année après année? Ça, pour le moment, et vu la concurrence qui existe maintenant avec les Paulini, avec les Zeng, Rybakina, Svitolina, encore une fois, les Pegula, et comme chez les filles, une joueuse qui est top 15, 20, 30, 50 peut battre aussi n'importe qui, hein.
On peut le voir avec le Mokrova, on peut le voir, je sais pas, si Raducanu ou des Osaka reviennent bien, une Maya en forme peut aussi faire mal. Enfin bref, je pourrais en citer encore 10 des joueuses comme ça. Mais, mais donc, je sais pas, elle me fera peut-être mentir, et en soi, j'espère pour elle, parce que c'est une joueuse, même si je la porte pas non plus de mon cœur, je l'apprécie quand même. Euh, oui, Goff, c'est pas que j'y crois pas du tout, mais pour moi, ça va plus être une saison de transition ou alors plus de souvent placée mais jamais gagnante. Un truc comme ça. Enfin, un peu comme elle a fait cette saison quand elle n'a pas pris deux titres. C'est souvent en quart, en demi, voire en finale, mais jamais le dernier match, enfin la dernière victoire qui fait qu'elle va au bout. En tout cas, c'est mon ressenti envers Coco Gauff. Peut-être je vais me tromper, mais on verra bien en 2025. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur Gauss, on va passer au paysage français, qui, comme dit en intro, est un peu moins glorieux chez les femmes que chez les hommes, parce que bah, chez les femmes, on a un peu moins de joueuses dans le top 100, mais au-delà du top 100, surtout dans le top 30, parce que la numéro 1 française actuellement reste Caroline Garcia, et qui est 48e mondiale. Donc, elle est encore dans le top 50, mais elle est limite avec ça, ce qui est quand même triste, parce que bon, on a quand même connu une Caro Garcia dans le top 5 il n'y a pas si longtemps, et même quand elle en est sortie, elle restait quand même dans le top 10-20 au minimum. Là, elle est quasiment hors du top 50. Donc le tennis français féminin pour le moment va mal. Parce que au-delà de Caro Garcia, on a Diane Paris à la 60 à la 63e place. On a Gracheva, 66, pardon. Et sinon, après, il faut aller descendre sur du Clara Burel qui est 99. Puis après, on passe au-delà du top 100. Donc, c'est pas très glorieux. Bien sûr, on attend, je pense, encore beaucoup de Caro Garcia pour porter un peu le tennis français féminin sur ses épaules. Donc, on va commencer par elle. Alice, est-ce que tu penses que notre Caro Garcia peut revenir sur le devant de la scène comme elle avait fait fin 2022? Ou est-ce que tu penses qu'elle va continuer à patauger un peu dans le ventre mou du classement féminin? Là aussi, une question assez difficile. Je pense que voilà, elle a affiché son objectif pour 2025, c'est vraiment de prendre du plaisir sur le court. Et parfois, le fait de prendre du plaisir peut amener de gros succès. Mais vu la densité qu'il y a au-dessus d'elle, je pense qu'il faudra un petit peu plus que ça. Mais après, il n'y a pas du tout pour moi, il n'y a pas du tout j'ai pas envie de dire de honte, mais de problème avec afficher le fait de, voilà, mon objectif principal, c'est de prendre du plaisir et le classement viendra pas avec, les résultats viendront pas avec. Ça me paraît aussi une attitude un peu saine par rapport à la compétition. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de quoi attendre quelque chose de particulier. Si ça vient, formidable, euh, mais je ne pense pas qu'elle va voilà, atteindre le niveau qu'elle avait en 2022, mais surtout parce que je pense que ce n'est pas son objectif. Son objectif, visiblement, ça a l'air d'être de rester sur le cours en étant heureuse, et c'est un objectif tout à fait louable. Donc, je pense qu'effectivement, elle va rester à sa place, entre guillemets, avec cet objectif-là en tête, qui est de rester sur le cours, d'enchaîner des compétitions, mais tout en restant réaliste aussi sur ses capacités. C'est dommage, c'est vrai, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer en 2022, qui était une saison vraiment incroyable, et qu'est-ce qu'on y a cru. Vraiment, cette tournée américaine, cette saison américaine, elle va vraiment rester. Ça va être une petite amertume peut-être en fin de carrière si elle n'arrive pas à décrocher un autre tournoi incroyable. Mais bon, voilà.
pense qu'en 2025, oui, on la retrouvera entre la 50e et ouais, voilà, dans le top 50 et ça sera très bien aussi. Voilà. C'est vrai que il y a quelques semaines, elle a donné une longue interview pour l'équipe où elle disait que oui, elle voulait juste être heureuse sur le terrain, ne plus pleurer à la fin des matchs et ne plus sentir ce poids sur ses épaules et dans son corps parce que ça devenait trop pour elle. Et effectivement, je pense qu'elle s'est mis une énorme pression au moment où elle atteint ce statut de numéro 4 mondial. Elle prend Cincinnati, demi à l'US Open, elle prend le Masters en 2022 et je crois qu'elle s'est mis une trop grosse pression sur ça. Et puis en plus, avec son jeu très offensif. Dès que ça ne marche pas, elle continue à s'entêter toujours là-dedans. Et donc, du coup, bah, quand tu es dans une spirale négative, c'est pas la meilleure des solutions. Et donc, du coup, bah, tu fais plein de fautes, donc tu perds. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est un peu un cercle infernal. Donc, bah, elle s'enfermait dans ça. Donc, si en premier objectif, elle peut rejouer avec le sourire, c'est déjà beau. Mais après, oui, si en plus elle peut coupler ça avec des performances et des résultats, ça sera encore mieux pour elle. Mais c'est vrai que actuellement, c'est difficile d'attendre quelque chose de grand de Caroline Garcia parce que ben, on n'a plus de repères, quoi. Et depuis un an, on va dire même un an et demi, en gros, on a du mal à se positionner sur elle parce que sur un tournoi, elle peut revenir très fort, puis les trois suivants reperdre très tôt dans le tournoi et surtout contre n'importe qui. Voilà, enfin, on a assez peu de repères. Fernando, est-ce que toi tu crois à un retour de Caro Garcia ou tu vois ça assez dubitatif là-dessus? Bah, tu fais bien, Auguste, d'évoquer cet entretien pour l'équipe, qui était un entretien très intéressant, où on a l'impression que elle a profité de ce temps qu'elle s'est donné pour elle, pour mettre des mots sur certains problèmes qu'on voit et il identifie désormais très bien. Euh, je n'ai pas l'impression que les identifier suffisent, d'après ce qu'elle dit, pour les éliminer ou les surmonter. Il ne faut pas oublier qu'elle a 31 ans, ça va, c'est un âge tout à fait euh, où il est possible de faire de grandes choses pour une joueuse de tennis, mais c'est un âge où ça commence à devenir plus difficile de faire un grand retour. Il y a des cas exceptionnels comme Daniel Collins, justement, cette saison. Mais ça devient de plus en plus difficile à partir de qu'on dépasse la trentaine. Mais après, comme dit très bien Ali, c'est si elle arrive à se sentir à l'aise sur le court, avoir du plaisir à jouer, à varier aussi un petit peu son jeu, à ne pas forcer jusqu'à créer des conséquences physiques sur, par exemple, son épaule. Cette année, apparemment, ça a été assez pénible, on l'a vu d'ailleurs. Euh, elle a une telle qualité de jeu, il faut le dire, que ne serait-ce que pour ça, elle pourrait commencer à cumuler des bons résultats. Si elle travaille bien physiquement, si elle joue avec beaucoup moins de pression, naturellement, elle va gagner par sa qualité, par son service. Les victoires vont tomber. Donc, elle pourrait faire une percée qui donne des raisons pour l'optimisme, mais j'ai l'impression qu'elle sera quand même un petit peu limitée, cette percée. Mais encore une fois, quelque part, c'est secondaire, quoi. Enfin, c'est déjà énorme, la trajectoire, enfin, la carrière qu'elle a faite et qu'elle pourrait continuer à faire. Et donc, si elle peut la poursuivre à 31 ans avec un niveau de jeu digne et en donnant à nouveau cette impression, comme elle a pu faire par le passé, de vraiment s'éclater sur le court, quoi, et d'avoir du plaisir à faire un beau jeu, quoi, comme elle peut faire, voilà, ça, c'est déjà une super bonne nouvelle. Ouais, bah, en tout cas, on donne de la grosse force à Caro Garcia. On espère au moins la revoir heureuse et souriante sur les cours. Et si elle peut aller mieux, si c'est très temporaire, mais si elle peut aller nous chercher une ou deux grosses perfs, on dit pas non, bien sûr, on sera toujours derrière elle.
Euh, Comme dit précédemment, à part Caro Garcia, c'est pas la joie dans le tennis féminin français. Au lieu de se focaliser sur une joueuse, est-ce que dans les joueuses qui se trouvent en dessous, que ce soit Paris, Gracheva, Burel, ou même hors du top 100, je sais pas, on peut penser à du Chloé Paquet, on a du Dodin qui avait fait un gros Open d'Australie d'ailleurs l'année dernière. On a du Jessica Ponchet et d'autres joueuses. Est-ce que parmi ces joueuses-là, il y en a une en laquelle vous croyez pour faire une saison correcte? Alors, je ne demande pas à ce qu'elle gagne un WTA 1000 ou un grand chelem, mais au moins que dans ce tournoi-là, elle nous fasse une belle perf en huitième ou en quart, ou qu'elle aille chercher un ou plusieurs tournois un peu plus mineurs en 250 ou en 500. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est compliqué pour vous sur le reste du tennis féminin français? Vas-y, je commence avec toi, Alice. Bah, tu sais, pour moi, c'est très compliqué, là, cette fin de saison 2024. Je suis encore dans le deuil de la fin de carrière d'Alizé Cornet. Donc là, c'est compliqué, là, tout de suite, de te donner un nom. Mais je vais essayer de m'en remettre pour te tirer deux, trois noms du paquet. Euh, oui, j'ai bien envie de voir ce que fera Diane Paris, peut-être. Voilà. Après, je suis pas encore foncièrement emballée. J'attends le début de saison. J'attends le début de saison parce que je me rappelle, j'ai envie de dire, il y a quelques années, on n'attendait plus rien, on n'espérait plus rien, et finalement, que ce soit du côté masculin ou féminin, on était en pleine dépression. On venait de commencer le podcast, il me semble d'ailleurs. Enfin, pas le podcast, mais en tout cas, on venait de commencer Jeu Blanc. Et là, tout d'un coup, euh, les Français et les Françaises avaient fait un Open d'Australie plutôt correct. Et donc, je vais essayer de me dire que, voilà, quand on n'attend rien, finalement, c'est là qu'on est agréablement surpris. Donc, je vais dire, allez, peut-être que j'attends un petit peu de Diane Paris, mais après, j'attends plus rien. Et je n'attends que d'être agréablement surpris. Ok. Fernando, est-ce que tu as un espoir sur une de ces joueuses ou pas? Écoute, j'ai l'impression il y a ce drôle de moment, comme si le tennis français féminin était dans une sorte d'impasse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, par exemple, énormément de la jeune promesse Efremova, mais bon, elle a 15 ans. Ouais. Un petit peu dans d'autres zones du ranking, mais je pense que Loïs Boisson peut faire quand même une petite percée, s'approcher du top 100 cette année. On voit qu'elle fait du progrès. Mais dans l'immédiat, on va dire, après Caroline Garcia, là, dans la deuxième moitié du top 100, bon, en tout cas, c'est Paris, sans doute la plus complète. Je pense que Clara Burel, bon, indépendamment de son ranking, elle fait son jeu et c'est déjà très bien. Mais elle a peut-être pas le potentiel qui affiche parfois dans ses meilleurs moments Diane Paris. Euh, voilà, c'est une joueuse il faut voir comment elle se présente. Elle a la capacité parfois de faire un bon tournoi exceptionnellement par-ci, par-là. Moi, ce que je lui souhaite, je pense que quelque chose qui pourrait lui donner beaucoup de confiance, et je pense qu'elle en a besoin, c'est que ce bon tournoi, je crois qu'elle est capable de faire, hein, et l'a prouvé déjà malgré son jeune âge, que ça tombe dans un grand chelem. Par exemple, je pense que ça peut être un petit peu le petit déclic, quoi, pour qu'elle fasse ces petits pas de plus pour être vraiment une joueuse solide, stable, qui compte, qui perd pas des matchs qu'au fond il pourrait gagner, comme c'est toujours le cas un petit peu maintenant. Parfois, on la voit des matchs où elle s'effondre, où elle joue bien, mais elle n'arrive pas à faire vraiment ce qu'il faut pour remporter le match. Voilà, je pense que ce petit coup de pouce qui pourrait être un très bon grand chelem, quoi, où il arrive en deuxième semaine, avec une belle victoire, un petit peu avec une joueuse mieux classée qu'elle, pourquoi pas battre quelqu'un dans les top 10, top 15. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut attendre le mieux d'elle, et je pense que ce serait déjà très bien. Voilà, au-delà de ça, voilà, comme j'ai dit, ce serait difficile de vraiment croire à des pronostics vraiment très optimistes.
Ouais, et c'est sûr que là, moi, je vais vous rejoindre aussi parce que bah, c'est compliqué de placer des espoirs en les joueuses françaises actuellement avec ce qu'on a eu à se mettre sous la dent. Parce que oui, tu parlais de Loïs Beauboisson qui était sur une énorme série avant de se blesser gravement. Là, elle est en rééducation. Donc c'est quand même bête qu'elle se blesse en plein élan. Parce que là, pour aller revenir à ce niveau-là, ça va demander beaucoup de temps, d'envie, de motivation et de travail. Mais bon, on espère que d'ici quelques années, Loïs Boisson, pardon, revienne un peu sauver tout ça. Autrement, moi j'espère toujours un truc de Clara Burel, c'est une joueuse que j'aime bien, en plus elle vient de ma région, donc j'ai en plus ce petit côté chauvin où Ouais, j'espère ouais, hein, tout de suite là. où j'espère qu'elle va un peu mieux aller. Je me souviens qu'elle avait battu Pegula à l'Open d'Australie l'année dernière, enfin, en 2024, il me semble, ou c'était avant, je ne sais plus, mais je crois que c'était en 2024. Non, et voilà, c'était là. En 2020 en 2024, Burel avait battu Jess Pegula au deuxième tour de l'Open d'Australie. Mais il y a encore son physique un peu mince, un peu fébrile, et où on sent que niveau puissance, elle n'est pas encore assez prête pour répondre on va dire, à la concurrence. Tout simplement parce qu'en plus, la majorité des joueuses sur le circuit féminin jouent en cadence, jouent vite. Bon, après, elle a que 23 ans, elle a encore largement le temps de travailler ça et de réussir de grandes choses. Mais c'est sûr que là, en mettant mon chauvinisme de côté, c'est compliqué de croire à une grande saison de Clara Burel, même si j'aimerais beaucoup. Et donc, oui, à part Caro Garcia qui a l'expérience, qui a déjà gagné des grandes choses, pour moi, c'est compliqué de croire au tennis féminin français actuellement, même si bien sûr, on espère se tromper. Voilà. Donc, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, on va passer à la dernière section de ce podcast où chacun d'entre nous, à tour de rôle, allons donner notre joueuse un peu pépite, notre joueuse à surveiller pour 2025. Donc ça peut être une joueuse déjà connue et installée du top de 10, 20 ou 30, mais qui passe vraiment un cap et qui va chercher soit un ou plusieurs WTA 1000 ou son premier Grand Chelem par exemple, ou une joueuse beaucoup plus jeune ou beaucoup plus bas dans le classement et qui fait une grande percée. Donc forcément, ça passera par des résultats un peu plus claquants qu'en 2024. Fernando, je t'en prie, je te laisse ouvrir le bal avec ta joueuse. Eh bien, écoute, je vous laisse un petit peu le pronostic moins risqué. Et moi, j'aime bien prendre des risques. Vas-y, Euh, du tout. je veux parler du profil plutôt jeune joueuse, moins de 21, 20 ans, et qui pourrait faire une petite percée, vraiment déjà inquiéter des grandes joueuses. Et ce ne sera pas Daria Schneider, ce ne sera pas Mira Andreeva. Je veux parler de Linda Noskova. Ok. Euh, parce que je trouve que, bon, elle a 20 ans, je crois, et elle a un jeu, surtout sur surface dure. Quand elle se met à dominer son adversaire, elle est vraiment impressionnante. Elle a très très bien fini la saison 2024. Je crois qu'il est maintenant, il est 26e, je crois, au ranking WTA. Mais on se souvient, elle avait aussi très bien commencé. Et l'Open d'Australie, notamment, elle avait gagné Iga Swiatek en faisant un très très gros match. Si elle répète un petit peu ce schéma et que le début 2024 est fort et solide, qu'elle est en forme physiquement et qu'elle fait des progrès dans son jeu comme elle a fait la saison dernière, eh bien, elle pourrait être en dehors d'autres promesses, on va dire un peu plus attendues, un peu plus confirmées entre guillemets déjà. Elle peut faire, oui, cette petite percée qui fait plaisir à voir.
Et surtout, dernier atout, n'oublions pas, elle est tchèque, quoi. Donc, c'est sûr, c'est un garant de qualité et de combativité et de pouvoir être très compétitif dans un gros tournoi. Donc, pourquoi pas? Je fais un pari sur Noskova. Je crois qu'il n'a pas le style de jeu du futur, je pense, du tennis, mais quand elle joue bien et solide et que ses coups rentrent, elle est étonnante, y compris dans la résistance physique, dans la façon qu'elle a de se battre en 2 points. Donc, voilà, je mets une petite pièce pour Linda Noskova. Ouais, bah, en même temps, le tennis tchèque, que ce soit chez les filles ou chez les mecs, c'est pas très très bien. Il y a plusieurs pépites à suivre chez les filles, que ce soit Noskova, Morova, les Fruhvirtova aussi, ou Krejcikova qui a gagné Wimbledon cette année. Et chez les mecs, on retrouve Menchik, Marat, Lehečka. Enfin, tout ça en plus, enfin, et avec un Lejta coaché par Berdych, donc tout va bien dans le tennis tchèque et c'est un très bon choix. L'année dernière, j'avais déjà comme ma pépite. Je pensais que cette année, elle allait être top 10. Elle l'a pas été, mais elle fait quand même une grande saison. Elle fait quand même une grande saison. Elle bat Swiatek, elle a déjà de grandes victoires, de beaux accomplissements. Donc oui, un très très bon choix qui, je pense, peut être confirmé en 2025. Ali, vas-y, je te laisse avec ton choix, avec ta petite pépite, dis-nous tout. Bah, juste, oui, enfin, pour rebondir en fait sur ce que Fernando disait à propos du tennis tchèque, c'est vrai que je me souviens avant les Jeux, on avait pronostiqué quand même de belles choses pour le tennis tchèque et finalement, il y a pas eu autant de succès qu'on avait pu le pronostiquer, mais c'est vrai que ils ont vraiment de belles pépites en tennis féminin et tennis masculin. Donc, ça sera à surveiller. Et c'est vrai que je pense que je vais prendre pas mal de plaisir à regarder leurs résultats. Alors, c'est pas ma pépite de choix. Moi, je suis restée assez classique dans mon choix de pépite ou de révélation, même si je sais pas si ça sera vraiment une révélation parce que c'est une joueuse qu'on attend au tournant comme Coco Gauff en son temps. J'aimerais bien voir ce que Mira Andreeva va pouvoir nous montrer en 2025 parce que bah, elle est tellement attendue, on en parle tellement que, et à juste titre, on rappelle qu'elle a que 17 ans. J'aimerais bien voir si c'est sur cette saison qu'elle va encore faire tomber des têtes. Je pense qu'elle a encore enfin, entre guillemets, ce statut où elle va faire tomber des grosses têtes par surprise, voilà. Enfin, par surprise mitigée, mais j'ai envie de voir effectivement ce qu'elle va être capable de réaliser hors Grand Chelem. Parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'on part surtout d'elle au moment des Grands Chelems parce qu'il y a toujours cet emballement médiatique qui est propice aux 4 grands rendez-vous de l'année. Mais j'aimerais vraiment voir ce qu'elle va être capable de proposer, même en début de saison, une fois que l'Open d'Australie sera passé. Voilà, sur cette partie de la saison-là, février-mars, j'aimerais bien voir qu'elle va nous proposer. Oui, bah, en vrai, Eva, malgré son très jeune âge, a déjà beaucoup d'accomplissements. Elle est même pas majeure, qu'elle est déjà top 20 mondial. Elle fait demi-finale à Roland-Garros cette saison, je crois. Oui, elle fait demi-finale en battant Sabalenka en quart. Et justement, ouais, ça sera intéressant de voir parce que du coup, là, effectivement, elle a fait un super résultat demi-finale. Est-ce que enfin, la saison de ce genre de confirmation fait que, bon, effectivement, si elle n'arrive pas en demi-finale, elle perd aussi beaucoup de points, etc. Donc, j'aimerais bien voir où est-ce qu'elle va réussir à confirmer ces belles prouesses de l'année dernière. Mais encore une fois, j'aimerais bien ne pas me focaliser sur les grands chelems. Oui, bah après, elle a totalement le jeu et le talent pour aller prendre un 500 ou un 1000, hein. Ça, c'est tout à fait probable. D'autant plus que même si elle est très très jeune, j'ai l'impression qu'elle a déjà un tennis ultra complet, limite, qu'elle peut tout faire avec une raquette et une balle. Euh, et en fait, le seul truc qui lui coûte un peu des matchs, c'est son jeune âge, quoi. Et donc, enfin, son jeune âge, son encore son inexpérience.
et sa tête et son mental, quoi, qui peuvent leur jouer des tours. Combien de matchs elle a différents 3 sets parce qu'il y a un set où elle se concentre plus, où elle s'énerve à la première difficulté et elle perd un peu sa concentration, ses nerfs, et ça profite à son adversaire, euh, je- toujours plus vieille qu'elle. C'est un peu ça la question avec Andreeva, puis c'est la gestion mentale des matchs, des événements. Mais si elle arrive à gérer ça avec son staff, oui, elle peut faire une grande saison. Elle peut faire une très Oui. très grande saison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais sur ce que tu précises là, Auguste, vous me direz c'est un petit peu hors tennis, mais quand elle perd la finale au Japon, je crois que c'était au Ningbo, contre Kasatkina, et qu'elle se fond en larmes, que Kasatkina lui fait une accolade assez adorable d'ailleurs, mais je me suis dit, ça, c'est un bon truc, c'est un bon moment. Enfin, elle a senti qu'elle a vraiment envie quoi, de gagner des tournois et que dans sa progression, je pense que ça peut être un moment un petit peu oui, dont il se souviendra, quoi. Et je pense qu'avec Conchita Martinez en coach, elle progresse doucement mais bien, sereinement. Elle est assez incroyable à avoir joué. Donc, ouais, je suis d'accord avec vous sur l'envie, enfin le plaisir que ça nous ferait de voir, sans non plus trop vouloir lui mettre la pression. C'est une jeune joueuse, mais la voir un petit peu. Ouais, faire déjà ces petits pas en avant à son jeune âge, ça serait impressionnant à voir cette saison. Ouais, bien sûr. Et en plus, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que je la trouve assez polyvalente sur les surfaces. Je la trouve vraiment bonne sur dur, sur terre et sur gazon. Je trouve que, et de toute manière, je trouve que avec son jeu, elle peut vraiment être forte partout, ce qui est loin d'être le cas de tout le circuit. Et donc, ça peut vraiment être un avantage vraiment décisif pour elle. Voilà. Donc, si vous avez rien d'autre à ajouter sur Mira Andreeva, je vais aller de mon pronostic. Alors moi, je misais pas sur une jeune joueuse ni sur une joueuse confirmée, mais plus sur une joueuse qui est encore sur le retour. Je vais parler de Naomi Osaka parce que moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu d'elle en 2024, même si elle n'a pas fait la saison la plus pleine possible à jouer toutes les semaines et qu'elle a rien gagné, mais par séquence, ce que j'ai vu en Australie, il me semble qu'on du Ostapenko était vachement cool. Ce qu'on a vu à Roland-Garros contre Swiatek, c'est parce que le monde entier a vu contre Swiatek, était phénoménal. Elle était vraiment à un point, il me semble. Oui, elle a une balle de match. Elle était à un point de battre Swiatek au deuxième tour de Roland-Garros. Et d'ailleurs, c'est ce qui lance Swiatek derrière et du coup elle roule sur le tour d'après. Ce qu'on a vu sur gazon aussi était très cool. Et sur la dernière partie de la saison aussi, moi je la trouve vraiment en jambes. Elle a retrouvé un tennis très agressif qui était le sien. Elle retrouve la motivation. Maintenant, il faut juste que son corps la laisse tranquille, et que mentalement, elle se sente bien et apte à jouer. Mais franchement, là, je pense que en 2025, si tous ces éléments corporels et mentaux restent stables, je pense qu'on peut avoir une grande saison de Naomi euh, à, Osaka. Elle a montré qu'elle pouvait tenir tête au gratin du tennis mondial actuel. Et j'espère que ça va se poursuivre ainsi. Et franchement, alors de là qu'elle regagne un grand chelem, peut-être pas, mais j'aimerais bien l'avoir aller loin en WTA 1000 et pourquoi pas aller nous chercher au minimum un quart de finale en grand chelem, ce qui serait déjà très bien vu la traversée du désert qu'elle nous a fait ces dernières années. Mais voilà, moi j'ai envie de croire au retour sur le vrai devant de la scène de Naomi Osaka en 2025. Est-ce que vous partagez mon avis ou vous y croyez pas du tout? J'y crois moins que toi.
Mais je pense que, il y aura des tournois, elle sera redoutable, c'est sûr. Mais je pense que cette saison a été trop intermittente. Autant il y a eu effectivement des moments assez incroyables, autant là j'ai pas en tête contre qui, mais je l'ai vu perdre des matchs ces derniers mois ou contre des joueuses encore pas vraiment pas bien classées. Euh, je sais pas, j'ai du mal à croire qu'elle va vraiment remonter très haut. Mais encore une fois, elle a la qualité pour faire un tournoi exceptionnel. Mais bon, il faudrait qu'elle me montre plus de consistance, quoi, pour y croire vraiment. Ouais, pour te répondre, Auguste, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé. Honte à moi, j'avais presque oublié qu'elle avait, enfin, cette tentative de comeback qui effectivement n'a pas été confirmée autant qu'on aurait pu l'espérer ou peut-être autant qu'elle aurait pu l'espérer dès 2024. Mais je rejoins Fernando, hein, je pense que effectivement sur des c'est vrai, cette saison a été un peu trop intermittente, mais avec toute l'expérience qu'on lui connaît, je pense qu'elle peut être assez redoutable. Vraiment, et qu'est-ce que ça serait intéressant de la voir revenir à peut-être pas son meilleur niveau, ça je pense que ça sera pas atteignable, mais c'est vrai que j'aimerais bien revoir Naomi Osaka presque prime parce que je pense qu'elle a les armes pour faire trembler tout le monde. Ça serait... Ouh là là, on va faire la preview de la... Enfin, ouais. Quand on va reparler un petit peu plus près de l'Open d'Australie ou de d'autres... Il me tarde les prochains podcasts, effectivement, parce que si elle arrive à revenir à un bon niveau, ça serait vraiment une belle candidate quand même, hein. J'y crois pas autant que toi, mais j'ai envie d'y croire autant que toi. Je sais pas si ça fait sens de Bah, dire ça, mais c'est à peu bah, près ça. Je je crois pas autant que toi au retour de Naomi Osaka, mais qu'est-ce que j'ai envie d'y croire. Moi, il suffira d'une étincelle pour que ça y est, je m'emballe complètement. et ben voilà, Ouais. c'était mon but. Et puis on sait que à l'Open d'Australie, c'est un tournoi qu'elle a gagné 2 fois. Mhm. Je ne pense pas qu'elle va le gagner une troisième fois en 2025, mais elle peut un peu trouver le tableau selon le tirage qu'elle prend, parce que là, elle est pas du tout tête de série, hein. Elle peut protéger du tout, hein. Donc elle peut vraiment tomber contre n'importe qui au premier tour. Mais si elle a de la chance et qu'elle tombe sur un tableau favorable, franchement, je serais très curieux de voir comment Osaka se débrouille. Et donc j'ai hâte de suivre sa saison 2025. Voilà. Si vous n'avez rien de plus à ajouter, je pense que c'est le bon moment pour conclure cette preview WTA de la saison 2025. Donc, vous avez tout eu, de la grande joueuse, des Françaises et des joueuses un peu plus pépites ou sur le retour. Voilà, vous avez de quoi bien manger. Maintenant, dites-nous aussi quelle joueuse vous voyez un peu surprendre tout le monde euh, en 2025 en commentaire. Et puis nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour nos attentes de 2025. On va faire un peu notre liste de ce qu'on veut voir en 2025 ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ce sera le dernier podcast avant que la saison de 2025 ne commence. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.